Or la droite patronale montre les musulmans du doigt, mais est pour l'immigration, pour faire du dumping social et jouer à la baisse sur les salaires, comme le dit aujourd'hui Zemmour. Et la gauche aujourd'hui est schizophrène parce qu'elle défend l'immigré, mais elle montre le musulman du doigt au nom de la défense de la laïcité. Ce qui veut dire protéger l'immigré d'un côté qu'elle attaque de l'autre, car l'immigré et le musulman c'est la même personne. Donc on a mensonge de la droite patronale, schizophrénie de la gauche bobo, et derrière Marine Le Pen porte la responsabilité historique de faire monter un anti-islamisme qui est voulu par tous les autres, mais parce que les autres ne veulent pas avoir du sang sur les mains. Voilà. Oui. Sur les deux réseaux qui soi-disant contrôlent les médias dans le monde, c'est-à-dire les francs-maçons et les... En France. Aussi les juifs. C'est pas tout à fait une nouveauté. Hein. Il y a le protocole des sages de Sion. Dans le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, c'est beaucoup plus précis. Ça date du début du XXe siècle. Vous vous rendez compte, hein, je sais pas. Oui, mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Vous l'avez reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? Je trouve incroyable que j'ai pu faire un sketch sur le mollah Jean-Christophe, j'ai pu faire un sketch sur le curé. Ouais. Là, je fais un sketch sur un colon israélien, et tout d'un coup, c'est l'hystérie. Non, moi je vous trouve, vous le savez bien, je vous ai toujours trouvé très drôle et en plus très bon comédien. Et je suis un peu désolé, pour vous dire la vérité, je vous parle amicalement, je suis un peu désolé de vous voir vous enfoncer là-dedans, parce que c'est peut-être la dernière fois que je vous invite, Diodo. Si je ne suis plus invité, je ne serai plus invité. Mais je ne peux pas aller contre ma conscience et contre ma dignité. Je ne peux pas. J'ai une dignité et j'ai une conscience. Est-ce que vous êtes prêt là, avant... Est-ce que vous êtes prêt là? Quelles excuses êtes-vous prêt à faire là? Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous. Qui traite les écolos dragas, qui fait du Gutenberg une star, c'est nous. Qui gagne les femmes à l'écart, qui truque les remises d'Oscar, c'est nous. Good morning, Gaza. This was the wake-up call sent in by Israel. Everybody's pointing in this young woman in the red here, so we'll start with you. And if you don't mind, introduce yourself. Wait for the microphone. The microphone will be coming up. And all right. Hello, Mr. President. My name is Layla Abdelaziz. I'm a student at the University of South Florida. Hey, Layla. Come on, we can all get along here. Tampa, behave yourselves. First of all, I'd like to say that I did work on your campaign. I think it's great what you did for the community because you involved us as the youth to understand the grassroots movement and what impact it can make. Thank you. My question is, last night in your State of the Union address, you spoke of America's support for human rights. Then why have we not condemned Israel and Egypt's human rights violations against the occupied Palestinian people, and yet we continue to support financially with billions of dollars coming from our tax dollars? Okay, now everybody's got to be courteous. Everybody's answering the question. Let me just talk about the Middle East generally. Look. All right, everybody, come on. Hold on 1 second. I got to answer my question first, sir. Okay. I know you got some beads on? Are those New Orleans beads? Okay. Look. Bonsoir amis internautes, bienvenue dans cette émission Vérité absolue, vérité pour l'univers, vérité à tout jamais. Ici la vérité, seulement la vérité,
dites, je le jure. Alors ce soir, nous avons la vérité qui est là. Simon Crockfield, tout le monde le connaît, prix Nobel de la paix, prix Nobel d'agriculture, prix Nobel de mécanique de précision, prix Nobel également au niveau dentaire. Simon Crockfield, bienvenue, merci encore. Nous allons retourner vers vous. Alors, un jeune invité. Alors là, on ne le connaissait pas très bien. Il nous a été plus ou moins imposé par la direction. Schorb, c'est anglais ou c'est... C'est un nom d'artiste. C'est un surnom, d'accord. Christian est mon vrai prénom. D'accord, enchanté Christian. Déjà, une question, êtes-vous juif? Je n'ai pas cette chance, mais j'espère que tôt ou tard, je réussirai à rentrer dans la grande famille de l'humanité. Ne vous énervez pas trop vite. Vous êtes là pour nous présenter des ouvrages particulièrement immondes. Il se trouve que celui-ci, cet ouvrage, est une parodie de ce que vous faites, de votre travail, mais c'est une parodie antisémite, c'est une parodie haineuse. Alors comment vivez-vous ça? Est-ce que vous connaissez ces ouvrages, vous, professeur? Il se trouve malheureusement que oui. Non seulement je connais ces ouvrages, mais j'ai eu des renseignements sur l'un et l'autre d'entre vous. Je ne conteste pas, monsieur le rabbin, vos qualités, mais je mets en cause votre curiosité qui me paraît parfois quelque peu malsaine. Alors, je vais simplement me permettre de vous répondre parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me touche profondément. Je suis juif par ma mère. Je suis fils de déportés. Toute ma famille a été exterminée dans les chambres à gaz. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne me sens pas du tout attiré. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je connais votre cas. Je sais que vous avez perdu 172 personnes de votre famille, tout de même. Je comprends donc cette émotion qui vous étreint très fort. Excusez-moi. J'ai été intéressé par ce sujet parce que, à mon avis, on ne combat son adversaire qu'en le connaissant bien. Mais bien évidemment, nous sommes avec ces deux ouvrages face à l'immonde. Là, j'ai l'impression d'un retour dans les années 30. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en France est absolument scandaleux. On ne rit pas de tout. Il y a des limites à l'humour. On ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, les caricatures du prophète, on ne peut qu'applaudir sur votre travail sur ces choses-là. Vous avez une islamophobie qui est positive, qui s'inscrit dans la logique des choses. Mais quand vous faites ce genre de choses, regardez le résultat, regardez ce qui se passe. Moi aussi, je suis inquiet. Et je suis là pour en parler ce soir. Voilà, je voulais juste vous dire cela. Vous me rassurez, et j'espère que ce monsieur, à son tour, va nous rassurer sur la pureté de ses intentions. Tout à fait. On va l'écouter et nous allons être très attentifs. Moi, je ne pense pas être responsable de ce genre de caricature. Moi, j'ai suivi les directives. Oui, mais monsieur, vous avez suivi les directives. En 43 aussi, ils ont suivi les directives. Et les hommes d'Air Commando et le reste, n'est-ce pas? Eux aussi ont suivi les directives. J'ai essayé, si vous voulez, de faire valoir la liberté d'expression dans ce beau pays laïque qui est la France. J'essaye de m'intégrer. Donc je fais des caricatures, je montre un curé pédophile, je montre... C'est courageux, voilà, c'est courageux. Voilà, très bien. Voilà. C'est courageux. Voilà. Voilà, ouais, ça c'est bien. Et la liberté d'expression doit s'exprimer dans ce pays. Mais dans certaines limites. Voilà. Tout simplement. Voilà. Liberté d'expression totale. Totale. Mais dans certaines limites. Vous êtes au courant, vous savez, mais monsieur, laissez-moi parler déjà. Vous ne trouvez pas qu'il y a cette insolence aussi, cette arrogance? C'est à fleur de peau, je dirais. D'où vient cette chose? Qui lit cette chose? Qui fabrique cette chose? Qui est l'auteur de cette chose? J'appelle cette vermine un gros porc. Une personne qui dit être au chômage, de toutes les manières, au chômage. Laissez-moi rire. Vous avez vu ce monstre? Oui. Ah, vous parlez de l'auteur. Joe Le Corbeau. Joe Le Corbeau. Joe Le Corbeau. On a son adresse, on sait très bien où il habite, vous inquiétez pas. Je l'appelle le gros porc. Oui. Son mentor, là, le grand singe. Ouais. Et la petite fouine, là, qui va fouiner.
Je me permets de l'appeler le rat. Vous parlez de ce pseudo-professeur. Tout à fait. Professeur de quoi? Professeur de haine, en tout cas. C'est absolument édifiant. Regardez, par exemple, à la page 15, parce qu'il se trouve que je le connais, cet ouvrage. The Middle East is obviously an issue that has plagued the region for centuries. And it's an issue that elicits a lot of passions, as you heard. Here's my view. Israel is one of our strongest allies. It has... let me play this out. It is a vibrant democracy. It shares links with us in all sorts of ways. It is critical for us, and I will never waver from ensuring Israel's security and helping them secure themselves in what is a very hostile region. So I make no apologies for that. Vous avez blessé des gens ce soir par votre comportement, par votre... je sais pas si je vais... Vous avez tué. Est-ce que vous pouvez, devant les caméras, vous excuser et demander pardon aux 6 millions de morts, dont vous êtes quelque part un peu responsable? Je vois dans votre posture un être fourbe. Vous vous prétendez ami du peuple juif, vous voudriez même être juif, je crois que vous avez une femme ou vous cherchez une femme juive. Je suis dubitatif. Je vous écoute, je vous vois, je vous trouve mou. J'ai en tête cette attitude de la collaboration. Je me dis, vous pouvez collaborer à n'importe quel moment. Non, si. Si. Pour moi, il n'attend qu'une chose, c'est un moment de faiblesse. Un genou à terre. Le coup viendra de ce genre d'individu. Non. Je préfère encore avoir affaire à des adversaires. Voyez-vous, je préfère. C'est moi qui vous ai appelé quand même pour vous signaler l'horreur. Je vais vous dire pourquoi vous nous avez appelés. Vous connaissez les relations de M. Krogsfeld. Vous m'avez demandé en coulisses, et moi j'ai pas peur de parler parce que je suis face caméra. Vous savez que M. Krogsfeld aujourd'hui il pèse quasiment 300 milliards. Et vous le savez, et aujourd'hui vous êtes en train de nous parler de liberté d'expression. Ce qui vous intéresse c'est quoi? C'est l'argent de M. Krogsfeld. Ayez au moins l'honnêteté de le dire. Mettez-vous à genoux devant lui. Je demande pardon. Donne-moi l'argent. J'ai pas de monnaie. On verra ça plus tard. D'abord le rituel. Un détail de plus. Pardon. Pardon. Je me prosterne. Je me prosterne devant votre grandeur. Devant la vérité. Devant la vérité, devant le puits de savoir que vous êtes. Nous allons nous en contenter. Voilà. Merci à tous et à tous. Encore une fois, nous avons, je pense, fait un pas vers la lumière, un pas vers la vérité. La vérité, toute la vérité, je crois qu'elle a été exprimée ce soir. Honte à ceux qui se mettent en travers de la vérité, honte à ceux qui se mettent en travers de la mémoire et du devoir de mémoire. Merci à mes invités. Israël pour longtemps. Israël, mon amour. Je vous demande de vous lever. Israël, 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 Israël.
Alors, pendant tout l'été, j'en ai attendu un. Il venait pas, donc je me suis dit, bon, bah, ce coup-ci, il n'y en aura pas, tant pis. Vidéo de rentrée sans compte du mois, ça m'évitera encore des plaintes et des procès. Et puis, au miracle, comme à chaque fois, pratiquement la veille du tournage, ou l'avant-veille, le congrès du PS de La Rochelle et le magnifique discours de Manuel Valls. Parce qu'il n'y a aucune faiblesse à voir à l'égard des ennemis de la République. Quand même, hein, me désignant comme l'ennemi public numéro 1. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Que la constitution de la composition sociologique de nos membres démontre que nous sommes dans l'antiracisme effectif et conséquent, contrairement à Valls qui, quand on lui tend un micro caché, trouve qu'il n'y a pas assez de white et de blanco dans son propre fief. On remettra les extraits. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous me mettez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Voilà, tu me mets quelques blancs, autrement dit trop de personnes de couleur. Est-ce que dans la bouche d'un autre, on crierait pas au racisme? Qui se permet de menacer les musulmans, d'exiger qu'ils l'applaudissent. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. Qui met la kippa chaque fois qu'il peut. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Mais la kippa chaque fois qu'il peut, mais dit que le voile est un problème dans la République. Eh bien oui, le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Merci. Alors que c'est visiblement un problème qui veut lui et ses comparses créer à tout prix, hein, pour détourner les vraies questions, évidemment, la question sociale, la question notamment de la domination, de soumission de plus en plus grande de l'État français, du peuple français, à des élites qui ne représentent pas la France et qui sont contraires à ses intérêts. Enfin voilà, on est dans tout ça. Et donc ce discours finalement de La Rochelle est évidemment un peu angoissant parce que je suis désigné par le chef de la police comme ennemi public numéro 1, donc c'est à la fois flatteur et angoissant, mais ça a le mérite de bien clarifier les choses pour les gens qui n'ont pas encore compris, ou qui croient qu'on s'amuse, que c'est du guignol. Ça ne fait que valider mes analyses. Hein, voilà. Valls représente le pouvoir, hein, et pas le pouvoir républicain. Il représente le pouvoir des élites oligarchiques, maçonniques, talmudo-sionistes, hein, on va le dire clairement, hein, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des communautés organisées. Et il me désigne comme danger pour ce qu'il représente, ce que je valide totalement, à part que moi, mon combat se fait sur l'analyse critique, la dérision, l'humour et jamais la violence. Alors que la violence, jusqu'à présent, je n'ai fait que la subir. Hein. Voilà, que ce soit clair. Ici ER, les Français parlent aux Français. Démission, Hollande, démission, Hollande, démission, Hollande, démission, Hollande, démission. Il est aujourd'hui compris dans des histoires de fesses que les médias imposent à tout le monde. On n'entend plus, de nous apprendre. Qui se glisse dans ton cul.
BFM, pas de l'information. Madame, l'institutrice, travaille aux impôts, la pervenche, peu importe, la boulangère, vous êtes à la chaîne. Chez Peugeot, BFM TV n'est pas de l'information. Égalité, réconciliation, investigation, Michel Collomb. Le cercle des volontaires, Joe Le Corbeau. Réveillez-vous, merde! Je suis là pour exprimer mon ras-le-bol total, quoi. Du racket bancaire, c'est tout. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants des terreurs. Donc pourquoi il est important pour les artisans aujourd'hui d'être là? Eh bien parce que on est les vaches à lait de l'État et que on arrive à plus avoir de marge, et là nous on a une TVA, les équestres, on est passé de 5 à 7 de 2012 à 2013, et de 2013 à 2014 ils nous mettent la TVA de 7 à 20%. Donc aucune entreprise peut arriver à absorber une augmentation de TVA aussi importante, ce qui fait que on est là pour dire que on veut pas mourir, c'est tout. Quand on voit un président qui a aucune morale et qui nous fait la morale, on en a marre. Voilà. Ils ont fait l'ENA, donc ils devraient avoir un minimum d'intelligence, et on s'aperçoit que l'intelligence, il l'a pas au qu'il faut, il l'a un petit peu plus bas. Thank you. Thanks to Stop the War for inviting me. I visited Libya twice over the past 6 months of the crisis. The first time I was on a peace mission, and the second time I was a correspondent for Press TV, and I also did some reporting for Russia Today. I left just after the so-called fall of Tripoli, and I was there during that horrendous week of the fighting in Tripoli. Dan's I think really well contextualised how the war in Libya is a war on Africa, but I'd just like to add something. Dan mentioned how NATO have been targeting over 100,000 soldiers in Libya, but there were also thousands of ordinary men and women. There were a lot of women who volunteered since the beginning of the crisis to defend their country, and they were armed by the government. And during that week in Tripoli when the fighting began, I witnessed how ordinary men and women took up the weapons that they had been trained to use during that 6 months to defend their country. So I'm going to, as a journalist, I'm going to talk a little bit about the role of the media, and this has been an incredible media war. Dan alluded strongly to the criminalisation of the Libyan government and Gaddafi. So the media said that thousands of people were about to be killed in Benghazi, but they never showed us any evidence. They said that 6,000 people had been killed by the government. Human rights organisations have confirmed that approximately 250 have died from both sides. They said that the Libyan government was attacking its own people from the air, and Russian intelligence satellites have since shown us that this was impossible. They said that the government was hiring mercenaries from elsewhere in Africa. They never showed us the evidence. Instead, we saw the videos of black Libyans and other black Africans
being lynched in public squares by NATO's ground troops, the rebels, with scores of people filming on their mobile phones and Western special forces looking on. They said that Gaddafi was hated by his people, but they never showed us the 1.7 million people in a country of 6 million in Green Square on July the 1st. All the masses in Tarhuna, in Sabha, in Beni Walid, in Sirte, and across the country who demonstrated to pledge their allegiance to their leader and to the Jamahiriya. They never showed us the masses, as I said, of ordinary men and women who had accepted the government's offer of weapons to defend their families, neighbourhoods and country from people who wished to condemn them to enslavement, to imperialism. They said they were targeting Gaddafi's military forces. They ignored the 33 children, 32 women and 20 men who I saw buried in the small and traditional port town of Majer in Zlitan in early August. They said on August 20th or the 21st that Tripoli fell without resistance. But they didn't tell us that in 12 hours alone, 1,300 people were massacred in that city and 900 were injured. They said that Tripoli fell without resistance, and that Saif al-Islam had been arrested and captured, and that Gaddafi's compound Bab al-Ziza was taken by the rebels. But despite that, Saif al-Islam himself showed up in the hotel where I was trapped and took a group of journalists outside to see with their very own eyes. They didn't show us the thousands of people filling Bab al-Ziza and the streets of Tripoli waving the green flag on the night of August the 22nd. They said that Tripoli fell without resistance. But they didn't show us that in the 24 hours after those journalists from all the West's major networks had seen that site, that Bab al-Ziza alone was pounded 63 times with NATO bombs. They didn't show us how all the gatherings of the people to defend their capital from those who wished to send them back to the times of colonial puppet King Idris were attacked with missiles and Apache gunships. They didn't show us how the brave people of Abu Slim, the poorest area in Tripoli, and the staunchest area of support for Gaddafi, resisted for 5 days until on August 24th, NATO attacked anything that moved and piles of bodies lined the streets. They told us that the country was liberated. 6 weeks later, the rebels have conceded that they won't be able to move their headquarters to the capital. And that the rebels have confirmed, I think it was today, that they won't be able to take Bani Walid, and Sirte also remains strong. So, Gaddafi, mass murderer, hated by his people so much that they would beg NATO to bomb their own country, hated so much that the capital city fell without resistance. Or NATO, mass murderer, killing the Libyan masses because they would die for their leader, just like in Tripoli. I know which one we have mountains of evidence for. In fact, there is so much evidence that even the Conservative Party's own mouthpiece, The Telegraph, has been unable to hide from it. Amongst their numerous reports showing that the rebels lack the popular support that Gaddafi enjoys, one article published this week reported what I heard throughout my stay in Tripoli. A resident of Sirte, Susan Farjan, said, "We lived in democracy under Muammar Gaddafi. He was not a dictator. I lived in freedom. Libyan women had full human rights. It isn't that we need Muammar Gaddafi again, but we want to live just as we did before." In the same article, 80-year-old Mabruka says, "Life was good under Gaddafi. We were never afraid." Again, in the same article, another elderly lady says, "They are killing our children. Why are they doing this? For what? Life was good before." And yet another says, "Everyone loves Gaddafi, and we love him because we love Libya. Now the rebels have taken over, we might have to accept that. But Muammar will always be in our hearts." The spectacular U-turn of Al Jazeera
from being a somewhat critical voice of imperialism's wars of aggression in Iraq, Afghanistan and Palestine, to being an open facilitator of the same aggression against Libya, Syria and even now the progressive nations of Latin America, was perhaps the greatest propaganda trick I have seen in my lifetime. Co-opting the support of their faithful Arab viewers in the West, whose voices garnered particular prominence during the fashionable so-called Arab Spring, was an important move in order to get all progressive circles in the West to join in the essential criminalization of Gaddafi, when those very circles should have, in contrast, been elevating the status of the not-so-fashionable Libyan Jamahiriya and learning from it. Now all cards are on the table. Al Jazeera's Director General Wada Kanfar has resigned following the release of WikiLeaks cables, which revealed he has been taking orders from none other than the CIA. He has been replaced by a member of the Qatari royal family, which has been heavily engaged. Qui sont les djinns? Qui est l'être appelé communément le diable? Comment se protéger contre ces êtres invisibles à l'œil nu et qui pourtant s'émisent dans le quotidien des êtres humains à travers le soufflement diabolique, la possession ou encore la sorcellerie? Et quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu, d'une chaleur ardente. Le djinn est une créature distincte des autres créatures. Hommes, animaux, anges. Il appartient à une autre dimension du cosmos. Il a créé les djinns d'un feu sans fumée, Marij. Ibn Abbas a expliqué Marij par un feu pur. Il partage cependant avec l'homme plusieurs particularités, dont la faculté de réfléchir et celle de choisir son destin, c'est-à-dire le libre arbitre. En d'autres termes, ils devront rendre compte devant Allah de leurs actions passées. Il reste qu'il est différent de l'homme par son origine. Il a été nommé djinn parce qu'il est invisible aux yeux des hommes. Dans la langue arabe, jinn veut dire caché, invisible. Un verset du Saint-Coran dit « Il vous voit, lui et ses suppôts d'où vous ne les voyez pas. » En ce qui concerne la religion, les djinns comme les êtres humains peuvent être chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, etc. Parmi eux, certains font le bien, d'autres le mal. Une catégorie spécifique œuvre aux côtés des démons pour égarer l'homme du droit chemin. To tell you, he said, I am affiliated with people that speak with the spirits of the dead. How would you like to talk to the spirit of your dead mother? And I was shocked. I was shocked. He said, you wouldn't be afraid of talking to the spirit of your dead mother, would you? Well, I said, I'll tell you what, I would have to give that some thought, because it's something I never thought about before in my life. Most of us probably haven't, a little afraid of something like that. Well, he says, you know, it's written all over your face. You're afraid of going to a seance. But he says, I know you. He says, you're going to come. And then he started to tell me how brave I was when I was aboard ship, you know, different things. He says, you're not the same man, you've changed. You're chicken. That's all I needed to hear. I said, when do we go to a seance? So one Saturday evening, we were in the place. It was her first time. Very beautiful place, a medium. There was a lady. She had a gorgeous new home in Montreal. And there were about 20 invited guests there, which I was one of them. And she communicated with the spirits for different people there. And they were telling them what the spirit said.
And then there was one lady that had been talking almost continually before the seance started, and she didn't believe in the dead appearing and all of this and all that, and she said, well, I would have to see my dead sister, she says, to believe it. So while this the seance was going, one man said, I would like to talk to my friend that died 6 months ago, but I don't want him to appear. Just want to talk to him. Because he says, I don't trust you talking to my friend for me. So the medium says, let me inquire of the spirit. Yeah, the spirit will talk with you. And that big masculine voice was heard in the place. It says, hi, Frank. It's nice of you to ask for me to talk with you. And they had a little chat. And after it was over, Frank says, this is the greatest thing on earth, to be able to talk with the spirits of the dead. Then the medium said, we have a very special surprise tonight for you people. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And it's like a big gust of wind hit the building. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps, and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. Okay. Very weird feeling. So it was a lady in a beautiful evening gown, floor-length. And she said to Mary, my dear sister, you are so wonderful to have asked for me. And Mary fainted and fell right off her chair on the floor. And a couple of guys jumped up and picked her up, and spirit gone. That was the beginning of it. That's how you got into it. Yeah, that's the way I got into it. After a while, you see, there's something interesting about the human mind. You can adjust an awful lot of stuff. You can adjust to a lot of things that would terrify you to begin with. After a while, they become common and ordinary. So you mean contact with the supernatural can become commonplace and ordinary and doesn't bother anybody? Yeah. In other words, the more that you do it, you're not uncomfortable. That's right. It's just not an uneasy feeling. Yeah. So how did you feel about it? Then I got into a secret society that worshipped the spirits, you see. Well, now how is that different from the seance, Roger? It happens that the seance are not involving in many ways. But when you get into a secret society of spirit worshippers, then, and especially when you're invited there by the direction of the higher-ups in the spirit world, you never get out of there alive. And this is exactly what my friend and I were up against. We didn't know anything about it. And I said, where did I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck. He says, there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation. So it went from there. We got talking about spirit worship. Did it intrigue you? Did it make you want to find out more about what exactly he was talking about? Yeah. So he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. You're fallen angels. You're beautiful beings. Just set it out, just like that. Oh, yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, just it shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. And we were interested to hear more about it. And he told us, he says, look, we worship spirits. We worship
Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. He says there was a misunderstanding in the whole thing. He says among the inhabitants of the galaxies. And he says our master was misunderstood. And God did not bear with him like he does with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. He says, I look at this business between the force of good and evil. He says, you believe in one person believes in God, and everyone believes in Lucifer. It's like politics. So the great controversy is real. And you heard someone talk about it that's on the other side. من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة في القلوب لا تنكروها يوم القيامة. لما استوى خلق آدم الآن جاء تنفيذ الأمر. أي أمر؟ إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا الملائكة كلها، كل من في السماء، كل الملأ الأعلى، كل الملائكة على رأسهم جبريل، كلهم سجدوا لآدم احتراما له، تكريما لهذا المخلوق، واستجابة لأمر الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المشهد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مخلوق واحد، مخلوق غريب وحقير لم يكن من الملائكة، جعله الله عز وجل معهم، ظل قائما، ظل مستويا، ينظر إلى من حوله، ينظر إلى الملائكة ساجدين، إلا هو ظل قائما بكبر وحقد وحسد. سأله الرب عز وجل وهو أعلم به: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وربنا أعلم به. انظروا إلى الإجابة الوقحة. قال: لم أكن لأسجد لبشر. أنا أسجد لهذا المخلوق؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. أنا المخلوق من نار أسجد لمن خلق من طين؟ إنه الكبر، إنه الكبر قبحه الله. ماذا يفعل بأصحابه؟ أول معصية عصي الله بها في السماء من إبليس الذي رفعه الرب وجعله في الملأ الأعلى. فرد الرب عز وجل على إبليس، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج من أي شيء. إبليس لعنه الله، رفعه الرب عز وجل مع الملائكة، وهو ليس من الملائكة، هو من الجن. رفعه الرب عز وجل وأعلى من شأنه وجعله مع الملائكة، لكنه لما أبى، لما استكبر، وانظروا إلى موقفه، وكل الملائكة سجدوا إلا هو قائم ويعترف بكبره ويعترف بحسده. قال: أنا خير منه. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بربنا عز وجل يطرده من الملأ الأعلى، يطرده من هذه المكانة العالية التي كان فيها إبليس، كرم لسنوات عديدة ولزمن طويل حتى جاء